article du Journal of Banking and Finance, Hahn, Ligon et Rhodes étudient le lien entre l'importance de la décote constatée lors de l'introduction en bourse et la liquidité du marché du titre dans les mois qui suivent. Dès 1996, Booth et Chua, dans un article publié dans le Journal of Financial Economics, défendaient la thèse selon laquelle l'une des raisons importantes de cette décote était le fait que les dirigeants de l'entreprise cherchaient ainsi à booster le marché de leurs titres. Dans un autre article publié en 2006 dans la Review of Financial Studies, Ellul et Pagano renversent l'argumentation. En traitant explicitement l'endogénéité présente dans ces décisions, ils argumentent le choix d'une décote comme une compensation financière accordée aux investisseurs en contrepartie d'une attente de liquidité médiocre pour le marché futur du titre. La question de recherche est donc de savoir sur le plan empirique quelles hypothèses soutiennent les données lorsque l'endogénéité présente est explicitement traitée. Selon l'approche de Booth et Chua, les dirigeants de l'entreprise veulent créer de la liquidité parce que, par exemple, ils comptent utiliser leurs titres pour faire des acquisitions et ce sera plus facile de le faire accepter comme moyen de paiement si ce titre est liquide, ou encore, plus fréquemment, parce qu'ils continuent à détenir des titres et qu'ils comptent les vendre à l'avenir. Dans ce but, ils cherchent à constituer la base la plus large d'actionnaires. La liquidité est alors une conséquence de ces choix antérieurs et la décote est bien fixée de manière exogène. Selon l'approche d'Ellul et Pagano, c'est la liquidité attendue qui conduit au choix de la décote. Le premier problème empirique est que cette variable anticipée n'est pas directement observable. Seule la liquidité réalisée après coup l'est. Mais la relation entre décote et liquidité est affectée par son rapport endogène. Le modèle d'Ellul et Pagano invite d'une part à s'interroger sur la présence ou non d'endogénéité et à se poser, d'autre part, la question du signe de cette association. C'est pourquoi Hahn, Ligon et Rhodes privilégient l'approche empirique suivante. Ils vont dans un premier temps tester la présence ou non d'endogénéité dans la relation décote-liquidité. Puis, si le test est négatif, ils considèrent que la décote est exogène et ils estiment un modèle de régression de type OLS entre les deux variables. Si le test est positif, ils traitent l'endogénéité en fonction de la méthode suggérée par Ekman, à savoir une approche à deux étapes de type 2SLS. L'association entre la décote et la liquidité est étudiée en fonction de deux horizons. D'abord, à court terme, juste après l'introduction en bourse. Trois hypothèses exclusives sont alors retenues. H0, l'absence de toute association. H1A, une association positive, comme le suggère Booth et Chua. Et H1B, une association négative, la décote étant alors la compensation à un désavantage à venir. Mais si l'objectif des propriétaires est de pouvoir à terme alléger leur participation dans le capital et vendre une autre partie de leurs titres, ils ne pourront le faire dans de bonnes conditions qu'après l'expiration de la période réglementaire de gel ou encore désignée sous le terme de lock-up période. Pour bénéficier d'une liquidité accrue, il faut que cette dernière soit persistante. Aussi, les auteurs retiennent-ils deux autres hypothèses exclusives, à savoir l'association est persistante ou elle ne l'est pas au-delà du lock-up. D'un point de vue empirique, la mesure de la liquidité d'un marché d'un titre est toujours difficile. Dans cette étude, Hahn, Ligon et Rhodes multiplient les estimations
afin d'obtenir les résultats les plus robustes. Ces mesures sont au nombre de 9. Aucune ne relève de la microstructure, mais elles exploitent des données journalières. Le premier groupe contient 2 mesures à base de spread. Le deuxième exploite une mesure approchée du lambda de Kyle. Le troisième est constitué de mesures à base de volume. Enfin, une estimation simplifiée du PIN est proposée. Hahn, Ligon et Rhodes ont constitué leur échantillon à partir de toutes les introductions en bourse recensées aux États-Unis par la base Thomson Financial SDC entre 1988 et 2009. Les données concernant les cours boursiers, cours de clôture, plus haut, plus bas, volume, proviennent de la base CRSP. Les nombres d'actions émises ont été repris à partir de la base Compustat. Les mesures de la qualité des banques introductrices sont celles de J. Ritter. Les informations concernant les taux d'intérêt ont pour origine la St. Louis Federal Reserve. Au total, en tenant compte des exclusions, secteur financier et utilities, échanges insuffisants ou penny stocks, l'échantillon comprend 2693 observations, dont 624 pour la période marquée par la bulle boursière et qui seront éventuellement isolées par la suite. Le rendement initial est ici mesuré à partir de la différence entre le cours de clôture du premier jour et le cours d'offre, divisé par ce cours d'offre. Pour mettre en œuvre le test de Ekman, les auteurs ont choisi comme variable instrumentale une variable indicatrice qui vaut 1 si le premier jour de cotation est un lundi et 0 sinon. Car la littérature financière mentionne un effet positif pour ce jour de la semaine. L'instrument s'avère ici adapté car le coefficient alpha2 de cette régression est positif et significatif, 0,1155. La liste des variables de contrôle utilisées est particulièrement importante. Notons que les plus significatives sont, avec des coefficients positifs, la moyenne des volumes de transactions, la taille, la réévaluation du prix d'offre durant le processus, la présence d'un venture capitaliste, une période de hot market, la bulle Internet, la cotation sur le Nasdaq. Avec des coefficients négatifs, la variance des volumes de transactions, le prix d'offre, la qualité de la banque introductrice. Pour les 9 mesures de liquidité utilisées, la question de l'endogénéité ne paraît pas importante, au moins dans 8 cas. Seul, pour la mesure de Kyle retenue ici, l'endogénéité apparaît significative. La p-value est de l'ordre de 0,09. Notons que nous avons rapporté sur le tableau ci-dessus les coefficients associés aux résidus estimés dans la première étape, quand la rentabilité initiale est régressée sur les variables de contrôle et l'instrument. Ces coefficients ne sont donc généralement pas différents de 0. Hahn, Ligon et Rhodes en tirent la conclusion que pour la suite de leur étude, ils se contenteront d'estimations par les moindres carrés ordinaires, du moins pour les 8 mesures non entachées d'endogénéité. Pour celle de KL, ils recourront à la méthode de SLS. Par parcimonie, nous ne reprenons ici que les estimations des coefficients associés à la variable de décote, avec chacune des mesures de liquidité envisagées. Ces 9 estimations sont concordantes. Une association positive entre la décote initiale et la liquidité du marché dans l'année qui suit apparaît de manière constante et régulière. Les coefficients sont ici négatifs quand les mesures sont des mesures d'illiquidité et positifs sinon.
Ils sont généralement très significatifs, à l'exception de celui de la mesure de Kyle, mais la méthode utilisée dans ce cas est la méthode à 2 étapes de SLS. Dans des résultats complémentaires, les auteurs montrent que l'effet est déjà présent durant les 4 premières semaines qui suivent l'introduction en bourse. Pour un sous-échantillon de firmes ayant une période de lock-up de 180 jours, les auteurs ont estimé la liquidité du marché avant le lock-up et dans les 6 mois qui suivent. Si les actionnaires de départ souhaitent vendre leurs titres, ils sont surtout intéressés par la liquidité après le lock-up. L'échantillon est ici réduit à 1786 observations. Mais les résultats montrent que les effets de la décote initiale non seulement persistent au-delà du lock-up, mais apparaissent très souvent renforcés. En conclusion, cette étude de Hahn, Ligon et Rhodes vient conforter la thèse selon laquelle l'intérêt suscité auprès des investisseurs à travers une décote initiale importante est bien de nature à stimuler les échanges, à affecter positivement les volumes de transactions et donc la liquidité du titre. Contrairement aux spéculations d'Ellul et Pagano, il ne semble pas que le choix de cette décote soit inspiré par des anticipations concernant la liquidité à venir. Par exemple, l'association négative entre une estimation du PIN et le rendement initial est parfaitement contradictoire avec leur hypothèse. Bien plus, l'association positive entre décote et liquidité n'est pas un phénomène de pur court terme, limité à quelques semaines suivant l'introduction en bourse. Le fait que cette liquidité soit encore plus élevée après la période de lock-up suggère l'idée qu'elle répond peut-être aux attentes des actionnaires de départ, soit parce qu'ils sont encore vendeurs, soit parce qu'ils souhaitent exploiter pleinement les avantages d'un titre coté. Ainsi, ces résultats contribuent à soutenir une explication plausible de ce constat souvent étonnant. Pourquoi les entreprises laissent-elles autant d'argent sur la table au moment de leur introduction?